18h à Kinshasa, 19h dans l'est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convions à suivre Kinshasa. Kinshasa direct. Kinshasa direct chez vous, avec trois thématiques, avec comme invité le député ou le patriarche Luola. Voilà, merci Luola. Avec lui, on va aborder les budgets 2022. Quelle part pour la population, quelle part pour le social. État des sièges en République démocratique du Congo et aussi des conflits dans différentes provinces. Conflits dans différentes provinces, on va parler particulièrement du Sankourou. Sankourou avec Cyril Akotananga et le notable du Sankourou. Après les départs de Moukoumadi, quelle sera maintenant la province du Sankourou? Quel sera notre dernier invité? Ça sera Jean-Baptiste Kankonda. Jean-Baptiste Kankonda, village moderne en République démocratique du Congo par le Rwanda. Une aide, préjudice ou infiltration. Voilà nos trois grandes thématiques pour trois invités. Déjà tout de suite avec le patriarche Luola pour parler certainement de la réduction des trains de vie. Le patriarche Luola, on l'appelle ainsi, il est député national. Bienvenue. Merci et bonsoir. Voilà. Merci aussi de votre promptitude avec laquelle vous avez répondu. La réduction des trains de vie. On a vu Jean-Marc Abound prêchant cette réduction des trains de vie, suggérant à ce qu'on puisse même réduire de moitié vos émoluments. Et j'ai vu la réaction de certains députés contre cette proposition de Jean-Marc Abound. Est-ce que vous acceptez la réduction de vos émoluments? J'ai dit encore merci pour la question, mais ce qu'il faut souligner, c'est de savoir. Est-ce que Jean-Marc Abound a intervenu comme député ou comme chef d'un parti politique? D'un parti, ce n'est pas un parti, mais ici nous sommes dans un système que je peux appeler de la majorité présidentielle. C'est ça. Oui. C'est ça. Maintenant, il faudrait à un moment donné que la population soit éclairée. Et avant de vous donner des précisions sur votre question, est-ce ce que détiennent des députés, c'est ce qu'il fait que la République ne puisse pas avancer? Ou alors, en d'autres termes, est-ce que les députés bénéficient de ces avantages de manière illégale? Je vous réponds ceci. La Constitution est claire dans son article 109. Deuxième alinéa. La Constitution stipule ce qui suit. Les députés ont droit aux émoluments dignes de leur dignité. Oui, mais si quoi? Par exemple, excusez, vous touchez... Signifie quoi? Oui. Signifie quoi? Si aujourd'hui, on nous alloue les émoluments comme nous avons aujourd'hui, 10 000 $. Même si vous parlez de 10 000, mais moi je sais que mes émoluments n'atteignent pas 10 000 $. Ça, ce n'est pas la question, mais la question c'est de répondre à la réaction, aux attentes de la population. C'est de nous conformer à la Constitution. La Constitution demande à ce que les députés soient mieux rémunérés. Pourquoi? Parce que nous sommes institution de contrôle. Alors, comment est-ce que nous allons contrôler un ministre, un DG, quelqu'un qui gère établissement ou service de l'État ou un ministère qui a plus de moyens et que moi, un misérable, quel courage aurais-je si je suis émetté matériellement? C'est pourquoi le constituant congolais a prévu que l'on soit bien payé. Mais je vous dirai, si même s'il faudrait, parce que vous êtes journaliste, vous pouvez scruter l'histoire du monde. Nous ne sommes pas parmi les meilleurs députés payés du monde. Ça, c'est non. Parce mais j'arrive à la question de l'honorable. Oui. J'ai dit, son intervention, c'est comme tout député par rapport à sa population de Moamba ou de Kingabwa. Parce que normalement, aujourd'hui, le chef de l'État aspire pour un Congo uni, fort et prospère. Et dans un tel Congo, on ne peut pas trouver un député malheureux. Et que quand on veut nous
demander de rentrer, de réduire encore, de nous remettre encore en arrière, là, on n'avance pas. Signifie, toute réaction doit cadrer, doit respecter la Constitution. Mais lorsqu'il demande à 10 000 divisé par 2, 5 000, diviser, ce n'est pas un problème. 5 000, diviser, ce n'est pas un problème. C'est beaucoup d'argent. Jean-Marc, diviser, ce n'est pas un problème. Je vous dis, une illustration pratique. Vous prenez les 500 députés qui composent l'Assemblée nationale, ainsi que les députés provinciaux. Si vous prenez leur réalisation dans leurs bases respectives, ceux qui travaillent, parce qu'il y a d'autres qui ne travaillent pas, les travaux qu'ils font, parce que les députés aujourd'hui, on les appelle papas sociaux. C'est les députés qui construisent les ponts, c'est les députés qui construisent les écoles, c'est les députés qui scolarisent et font étudier les étudiants. L'État congolais est démissionnaire depuis très longtemps. C'est aujourd'hui avec l'actuel changement qu'on voit l'État chercher à se remettre. Mais ne pensons pas que nous sommes déjà dans la bonne voie alors que nous recherchons. Mais pour être précis et clair, je vous dis, nous ne sommes pas parmi les meilleurs payés dans les assemblées du monde. Vous êtes un journaliste, vous pouvez... Mais ici au Congo, vous êtes les mieux payés. Hein? Non, ici au Congo, un député toucherait 10 000 $. Écoutez, toucherait, c'est le conditionnel, parce que vous n'avez pas les chiffres. Mais mais parce que tout à l'heure, vous ne voulez pas répondre, vous ne voulez pas donner... Bon, moi, ça ne m'intéresse pas parce que ceux qui nous suivent... Oui, parce que l'union sacrée, c'est le social. À l'occurrence, écoutez, ceux qui nous suivent, à l'occurrence, la population de Bokungu et surtout la jeunesse, si vous demandez combien faudrait-il payer à Patriarche Lola Ekofo, on vous dira c'est plus que ça. Plus que ça? Oui. À peu près combien? Ça, je vous l'ai dit. Il faut combien au moins? C'est à la population 20 000 $, 30 000. Parce que quand nous recevons, vous avez toujours été avec nous à l'Assemblée provinciale, nationale. L'Assemblée nationale. Quand nous avons quelque chose, vous nous voyez comment nous montons. Là, il y a un peu ça. Vous ne savez pas combien nous enterrons ici à Kinshasa, combien nous hospitalisons ici. Je vous ai dit, l'État est démissionnaire. Le débat, c'est quoi? Nous devons porter les attentes de la population. Oui, ces attentes-là... Apporter les attentes de la population, vous savez, il y a fait professeur Luzolo qui a dit, et que nous constatons, parce que si même on ne veut pas adhérer à la thèse de Luzolo, mais aujourd'hui, nous voyons des nouveaux riches. Signifie qu'il y a l'argent de l'État qui échappe au trésor public, et que si nous travaillons en sorte que tout cela soit canalisé au trésor, on peut facilement trouver l'argent. Des nouveaux riches? Est-ce que il y a des nouveaux ces nouveaux riches, et puis vous dites que ça échappe au contrôle de l'État? Mais c'est ça. Est-ce que vous-même, en tant que député, Luzolo, vous assurez le contrôle comme il se doit? Le prof Luzolo parle de 15 milliards. 15 milliards. Voilà, il parle de 15 milliards. Et même ceux qui veulent s'opposer à lui, moi j'ai dit, cette thèse-là ne peut pas être balayée d'un revers de bain, parce qu'aujourd'hui au Congo, on voit de nouveaux riches. Ça signifie qu'il y a l'argent qui échappe au trésor. Et vous députés, qu'est-ce que vous faites pour que cet argent ne puisse pas échapper? Écoutez, vous devriez quand même assurer les contrôles. Aujourd'hui, il y a cette affaire de RAM. Beaucoup de gens, même la population, s'attendait à la suppression. Mais malheureusement, rien n'a été fait. Vous m'amenez à rentrer à ma première réponse. Oui. Je vous dis, nous sommes respectueux de la Constitution. Nous contrôlons. Vous avez vu une question orale adressée au ministre qui a en sa charge RAM, et que vous avez suivi comment les députés ont intervenu pour dire que RAM ne peut plus continuer à exister. Ça, nous sommes parlementaires, c'est dire, nous avons, quand je parle de respectueux de la Constitution, il y a principe de séparation des pouvoirs. Quand nous avons dit que nous ne voulons plus de RAM, comme parlementaires, on se limite là. Sauf peut-être pour ce qui concerne l'initiative parlementaire. Il revient à celui qui a pris l'initiative de pouvoir proposer d'autres étapes. Mais c'est au gouvernement de dire
que les représentants ne veulent plus parler de cette histoire. Je dois me débarrasser des rames. Mais ça ne nous revient pas. Voilà, Patriarche Luhola, le budget, 10 milliards de dollars, 20 000 milliards de francs congolais comme budget. Est-ce que c'est satisfaisant pour répondre aux besoins de la population? Là, la réponse est claire. Oui. Nous sommes un pays de plus de 100 millions d'habitants et que lorsque je peux m'autoriser de dire c'est suffisant, c'est parfois ne pas comprendre la grandeur et la dimension de mon pays. Nous sommes un pays continent qui exige un budget à la hauteur de notre pays. C'est pour dire que le budget n'est pas à la hauteur de notre pays, mais sauf pour des raisons de réalisme. Parce qu'aujourd'hui, comme parlementaire, on dit qu'il nous faut un budget de 25 milliards, de 50 milliards. Alors que nous sommes l'autorité, mais celui qui s'emploie pour mobiliser les recettes, c'est le gouvernement. Il risquera de nous dire, voilà là où mes efforts se limitent. C'est ça le problème. Nous disons que ce budget, ce n'est pas le budget qui doit caractériser notre grand pays, mais c'est un pas de départ et nous attendons le budget 2022 pour voir si le gouvernement aura la volonté de pouvoir nous amener plus loin parce que nous devons honorer notre pays. Voilà, l'on comprend bien que le patriarche Luhola n'est pas dans l'optique de réduire son salaire ou ses émoluments. Il veut certainement qu'on maintienne le même salaire, le même 10 000 $ ou 7 000 $, parce que les députés font beaucoup pour la population. Excusez, je crois bien, dans toute famille, dans toute communauté, dans toute société, je ne vois pas cette communauté qui dira il faut commencer à reculer que d'avancer. Je ne vois pas. On est intellectuel et nous et aussi politique. Je me dis, nous avons, le Congo, c'est un pays immensement riche. Et que même si vous insistez, qu'on prenne ce que vous pensez autant pour les députés nationaux, combien va revenir à chacun des fonctionnaires? C'est zéro, mais moi je me dis, ce qu'il faut c'est quoi? Qu'on s'emploie pour que l'argent qui échappe au trésor soit canalisé et avec ça, on peut avoir un gap qui pourra faire que les enseignants, les fonctionnaires et tout le monde soit payé et que nous puissions procéder à des investissements durables. C'est cela. Mais exiger la réduction, dont, je vous dirais, dans aucun pays cela a passé. Je suis des cultures romaines. Il y a des gens qui, en Rome antique, avaient essayé de ravir les biens aux grands propriétaires et cela a coûté la mort. Voilà, patriarche, il y a les 2 milliards qui seront ajoutés aux 10 milliards de dollars pour résoudre un peu le problème au niveau des entités territoriales décentralisées. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cet ajout de 2 milliards, on pourra espérer qu'il y aura un peu la fin de la crise au niveau des provinces, parce que ça bouge presque partout. Toutes les provinces sont actuellement instables, hormis quelques-unes des provinces. Le problème des provinces n'est pas exclusivement lié à l'argent. Ceux qui pensent que c'est l'argent qui divise, les gouverneurs et les provinciaux, ce sont des gens qui ne maîtrisent pas la situation. Alors, moi, j'ai été député provincial. Il y a aussi un ancien gouverneur, Ngoï Kassanji, qui l'a dit, il a aussi été gouverneur. Le problème c'est quoi? Vous savez, nous sommes dans un système politique qualifié de décentralisation. Et là, quand nous optons pour la décentralisation, signifie que nous devons nous assumer pour prendre en main la destinée de notre province. Ce que le pouvoir central envoie, c'est pour nous permettre à nous donner un coup de pouce. Malheureusement, la majorité des gouverneurs, ils sont là pour attendre exclusivement du pouvoir central. Et c'est ça le mal. Parce que, comment vous pouvez penser? J'ai toujours dit partout, un chef d'établissement
qui n'a que, parce que je suis de la formation pédagogique, qui n'a que 300 élèves, 500 élèves. Si vous allez à Boboto ici, c'est à peu près 5000. Mais le chef d'établissement, c'était un grand monsieur. Mais un gouverneur qui a plus de 2 millions, il vous dit, nous sommes dans une province pauvre. Comme le Maïndombe, comme les autres. Non, c'est ça, Maïndombe là. Si vous prenez Maïndombe, vous prenez Chouapa, Chopo. Ce sont des provinces qui, parfois, en superficie, dépassent les autos et d'autres Guinées. Mais tout simplement, les problèmes, c'est quoi? Les problèmes d'hommes. C'est problème d'hommes. Problème d'hommes. Donc ceux qui sont là, ils ne méritent pas d'être là ou... Ils ne méritent pas parce que les désignations chez nous, même quand on parle des élections, ce sont les partis politiques qui désignent d'abord. Avant d'être gouverneur, c'est les partis qui choisissent. Et ils choisissent les meilleurs parmi les candidats du parti ou ils choisissent celui qui est proche du chef du parti. C'est ça le problème. Et quand vous choisissez parce qu'il vous est plus proche, c'est pour un objectif bien déterminé. C'est pour qu'à un moment donné, il puisse remettre quelque chose. C'est ça. Mais on ne choisit pas quelqu'un qui va pour relever les défis au niveau d'une province. Je vous dis, donc, au Congo, le Congo c'est un paradis. Mais il nous manque des gens qui peuvent y aller parce que la population est là. La population est prête. Tout simplement parce que de toutes les ressources dont on a besoin, les ressources indispensables ou celui qui est nécessaire, c'est l'homme. Vous avez plus de 2 500 000 personnes. Mais il y a beaucoup de gymnastiques que vous pouvez faire pour trouver de l'argent sur place. Mais le gouverneur est là tout simplement pour demander. Est-ce qu'on a envoyé la rétrocession? Et si on envoie, c'est pour lui-même. Il y a des ministres qui font 5-10 mois. Et ne vient pas de Les ministres font 5-10 mois sans être payés. Vous êtes gouverneur. À qui la faute? Ce n'est pas la faute du gouverneur? Du gouverneur. Et pourquoi il a choisi d'y aller? Pour que le président... Écoutez, non! Le gouverneur, vous choisissez d'aller dans une province pour que le président Félix Tshisekedi vous envoie les véhicules pour vos ministres. Il vous envoie l'argent pour payer vos ministres. Non, vous allez avec un objectif. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas de vision. C'est ça le problème. Et tout simplement parce qu'on n'a pas les chefs politiques qui ont souci du Congo et par conséquent de nos provinces. Je vous dis, nos provinces. Moi, je suis de la Chouapa. Proche de Chopo, de Maïndombe qui sont nos oncles. Nous sommes des provinces très, très, très riches. Parce que nous avons la forêt, il y a de l'eau. Donc ceux qui sont là sont incompétents. Moi, je me dis, je ne les qualifie pas d'incompétents, mais ils ne sont pas appelés à administrer les provinces. Prenons par exemple, on peut parler de Sankourou. Quelqu'un qui est élu pendant 3 ans, il ne présente pas son programme de gouvernement. Mais comment il va présenter? Parce qu'il n'est pas en odeur de cet été avec les députés provinciaux. Non. Écoutez, tout ça, la procédure est là. Élection après élection, avant de vous mettre au travail. C'est ce que dit la Constitution. Les gens n'observent pas aux lois de la République, c'est ça. Et le président, il est abandonné. Tout le monde qui l'entoure là, ils sont dans une distraction interminable parce qu'il ne connaît pas la situation, parce qu'il s'occupe des choses un peu très très grandes. Qui doit lui dire que voilà, ça en cours aujourd'hui, il y a 3 ans, qu'on n'a pas présenté le gouvernement. Et quand on ne présente pas le gouvernement, parce qu'on dit l'investiture du programme d'action du gouverneur, investit le gouvernement. Tu n'es pas investi et pendant 3 ans, on t'appelle le gouverneur. Moi, j'étais estomaqué. Permettez que je le dise ici. Comment vous pensez que vous, journalistes, et c'était un officiel avec gouverneur intérimaire de Lualaba, intérimaire. Gouverneur intérimaire. Mais il y a un officiel qui va à Lualaba pour dire Madame gouverneur. J'ai suivi à la télévision. Qui est cet officiel? Les noms, monsieur, mais voilà. Ce sont des choses qui nous choquent. Vous prenez le problème, les cas de Bas-Congo. Il y a confusion entre le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle. Le Conseil d'État, Cour de cassation et Cour constitutionnelle et le ministère de l'Intérieur.
Ça ne va pas. Vous prenez le cas de Mbandaka, Équateur. Bobo Bolumbu. Or, moi j'étais ministre à cette époque et gouverneur Baïndé, que je salue en passant, était gouverneur. La loi est claire. Article 197. Lorsque la crise devient persistante entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif, le président prend l'ordonnance. Et soit cette ordonnance, soit c'est pour démettre le gouverneur ou pour dissoudre l'Assemblée provinciale. Mais aujourd'hui, politiquement, on ne peut pas embraser l'Assemblée provinciale qui contient plus de députés au profit d'un gouverneur. Mais pourquoi la situation devient de plus en plus complexe? Voilà, merci beaucoup. Et Patriarche, pour terminer avec vous, la toute dernière question. L'état des sièges a été prorogé pour la 12e fois. Vous êtes fier? Être fier, je ne peux pas dire oui ou non, mais ce que nous devons retenir. Moi, je suis législateur. Si vous allez dans notre Constitution, article 191, c'est le gouvernement qui conduit la politique nationale. C'est le gouvernement qui, en concertation avec les présidents de la République, définit la politique de la nation. Et si vous lisez l'article 85, lorsqu'il y a une crise persistante, capable de menacer l'indépendance ou l'intégrité nationale, le président prend l'ordonnance pour décréter l'état de siège. Moi, je suis législateur. Il y a beaucoup de secrets des services de sécurité qui m'échappent. Et que si aujourd'hui le président de la République se tient de garder l'état de siège, moi, je n'ai qu'à dire oui. Voilà. Parce que c'est lui qui a les services de sécurité, c'est lui qui connaît comment la situation est là, et que s'il voit que l'intégrité ou le territoire ou le territoire national est menacé, je ne vois pas pourquoi je dois crier tout haut pour dire, même si dans le cas où l'on se retrouve aujourd'hui, qu'il y a des gens qui continuent à mourir, il y a nos concitoyens qui continuent à perdre leurs biens, nous disons, c'est une charge qui revient à l'exécutif et les patrons, c'est le président de la République. Je lui fais confiance et voyons comment la situation va se passer. Merci beaucoup, Patriarche Luhola, de votre passage, surtout de votre franc-parler. Bon, les derniers mots que je peux dire, c'est demander à mes électeurs de Bukungu, cette année, il s'ouvre une institution supérieure pédagogique. C'est une exclusivité pour les enfants, c'est-à-dire pour enseigner les enfants. C'est lui qui veut être enseignant. C'est une institution de l'État. Okay. ISP, Institut pédagogique, Institut supérieur pédagogique. C'est tout simplement pour nous permettre, parce que nous avons beaucoup d'écoles secondaires, mais si on se pose la question de savoir qui y est enseignant, ce sont les sous-qualifiés et les non-qualifiés. C'est pourquoi on s'est bâti pour que nous puissions bien former les enfants, parce que c'est l'avenir de demain. Et pour terminer, je crois que ça sera, si pas ce mercredi, le mercredi qui va se suivre, nous aurons un débat national sur l'amélioration des conditions des enseignants et de la qualité de l'enseignant à l'Assemblée nationale, parce que c'est une question orale que j'avais déposée depuis le 24 septembre, mais le bureau a aménagé de programmer la semaine prochaine. Et il y aura un débat national pour savoir comment nous devons prendre soin de l'avenir de notre nation. Merci beaucoup, Patriarche. C'est à moi de vous remercier. Tout de suite, Cyril Akotananga, on va parler exclusivement du Sankou. Grand plateau spécial pour ce dimanche sur Télé 50. Focus sur l'Union sacrée pour la nation. Cette plateforme est-elle un espoir ou une machine de guerre pour le président Fachi, ou une association ponctuelle des divergences? À l'effet de créer une union sacrée de la nation autour des objectifs précis. Dans ce navire, chacun a-t-il son agenda caché ou son ambition? Autrement dit, y a-t-il du feu au sein de cette nouvelle coalition du président Félix-Antoine Tshisekedi et ses animateurs? Sont-ils hétéroclites ou loyaux? Moïse Katumbi est-il prudent ou malin? Sessanga, Moukébaï et Odia ont-ils raison d'anticiper les choses, ou c'est tout simplement du chantage?
Pourquoi est-ce que les membres de cette coalition n'acceptent pas à l'unanimité certaines décisions du chef? Focus revient ce dimanche avec Jean-Marie Kassamba sur Télé 50. Appel à la participation, composez les plus 243 81 066 34 31 et ne manquez pas à ce rendez-vous. Chaque fois qu'un Moulouba est nommé quelque part, c'est là, des autres tribus ont l'impression que finalement, ils ont un régime Yabalouba. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette question. IGF est allé pester sur invitation du ministre Antoine Mamba. Il n'y a rien. Le problème, c'est qu'il y a des agitations, peut-être manipulation aussi. Moi, en tant que Quinois, je constate effectivement qu'à Kinshasa, ça ne va pas. L'IGF a dit que l'OVD, via Foner, a détourné 13 millions de dollars. Il n'y a pas eu de détournement. Une route n'est pas comme l'omelette. Vous la cassez dans les 2 minutes qui suivent, vous la mangez. Non. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Vous souhaitez recevoir Télé 50 partout et avec vous. Alors, l'ensemble de nos programmes en VOD déjà disponibles. Toute l'actualité sur notre site web www.tele50.cd. Retrouvez vos émissions, des rencontres et entretiens inédits sur YouTube Mwanamboka Congo. La province du Sankourou est-elle sacrifiée? Cyril Kotananga et les notables du Sankourou. Bienvenue. Bienvenue. Voilà, votre province, votre Sankourou natal, est-elle sacrifiée? C'est l'impression que ça donne? L'impression? Oui. Et de plus en plus, on pense que c'est vraiment sacrifié parce que partout où il y a eu des gouverneurs qui ont été déchus par les assemblées provinciales, on a toujours pris acte de l'intérimaire. Mais chez nous, jusqu'à maintenant, il n'y a pas. Mais on a espoir, on continue à Il n'y a pas d'intérimaire jusque-là. Jusqu'à maintenant, on a les gouverneurs AI, enfin le vice-gouverneur qui assure l'intérim, mais ce n'est pas encore confirmé. Il n'est toujours pas notifié? Non, pas encore. Mais et en plus, ce n'est pas que c'est l'Assemblée provinciale qui tire un peu des ficelles. Avec Benoît Oulamba qui est là, le président. Il ne tire pas les ficelles. Il ne tire pas les ficelles? Non. Alors, c'est qui? Il est porteur de parce voix. que les détracteurs. Il est porteur de la voix, des voix des fils et filles sankourois. Qui Benoît Oulamba? Oui. Avec le temps, on a compris qu'il est là. Il se bat pour la population qui l'ont élu. Il a le mandat de la population. Ces députés, est-ce que ces députés ne regrettent pas de n'avoir pas voté Lambert Mendo Malanga? Et que ça, c'est aux députés qu'il faut demander. Oui, mais vous aussi, moi, personnellement, je regrette. Par rapport à votre lecture que vous pouvez faire. Mais c'était un mal nécessaire parce que je me dis que si l'honorable Lambert Mende était élu gouverneur, peut-être qu'il paierait cash, les fautes ou les péchés qu'il n'a pas commis. Maintenant, au moins, on a vu qu'est-ce qu'on a fait. Et on peut... Est-ce que ce n'est pas la malédiction parce qu'un certain temps, un vieux comme Lambert Mende, il lave le main par rapport à ce qui s'est passé au Sankourou, le fait de laver le main, c'est qu'il ne veut pas que les choses puissent malédiction, si c'est la malédiction, mais alors on a assez prié le bon Dieu. Je suis désolée, il nous a donné 2 yeux, 2 oreilles, 2 mains pour bien faire les choses. Il a fait ce qu'il a pu faire. Je ne pense pas qu'il vienne nous maudire encore. Ce sont des péchés humains. C'est la faute de l'homme. Parce que Dieu n'a pas demandé aux députés d'élire M. Moukoumadi. Il a donné la sagesse à l'homme de réfléchir. Et aujourd'hui, le départ de Moukoumadi, c'est une délivrance pour la province. C'est vraiment une délivrance. Même si jusqu'à maintenant, de là où il est, j'espère qu'il m'écoute, il continue à tirer les ficelles parce que maintenant, il y a un ministre provincial à qui il a laissé l'intérim avant de venir à Kinshasa. Le ministre provincial. Qui continue, malgré l'intérim assuré par le vice-gouverneur, de semer les désordres partout. Il sort l'argent de la banque, il signe des ordonnances, il fait tout contre ce qu'on lui a demandé. On lui demande d'arrêter parce que M. Moukoumadi, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, n'est plus gouverneur.
mais son assistant ou son ministre qui fait office de gouverneur, continue à signer des documents. Et il y a quelque temps, vous avez vu à la télé, on parlait de panneaux solaires de 2018 qu'il a essayé de mettre sur la tête de l'honorable Lambert Mende. Ben maintenant, cette nuit, j'ai reçu des messages comme quoi ces panneaux, il a rempli de véhicules qui sont en route pour déposer à Dibélé parce que M. Mokuma dit on a besoin à Kinshasa. Alors, et qu'est-ce qu'il faut pour le Sankuru, pour le décollage, pour le développement de cette province? Nous remercions, personnellement, je remercie M. le VPM Acelo qui a, jusque-là on pense qu'il a pris acte, même s'il n'a pas encore donné de notes par rapport à ça. Et ça serait plus intéressant qu'il arrive à finaliser ces dossiers, qu'il arrive à donner un souffle à la population sankouroise qui est aussi son... C'est quoi ce souffle-là? Parce que jusqu'à parmi les 14 provinces, au départ, il n'y avait pas le Sankuru, où on devait organiser les élections. Ce que nous demandons au gouvernement, au président de la République, à tous les décideurs de ces pays, de prendre acte du départ de M. Mokoumadi, de nommer l'intérim, et d'ajouter les Sankourous sur la liste des provinces qui ont besoin d'aller aux élections. Est-ce que le mal du Sankourou, ce n'est pas les Sankourois eux-mêmes? Le mal du Sankourou, ce n'est pas les Sankourois. C'est vrai qu'au moment des élections, c'était probablement les Sankourois parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils faisaient. Et maintenant, je crois qu'on est tous derrière le président de l'Assemblée provinciale et ses députés, parce que ça fait 2 ans qu'ils se battent. Oui, parce qu'on est en train de voir Benoît Oulamba, tantôt. Ça fait 2 ans qu'ils se battent. Il a toujours ses 18 députés. Mais Benoît Oulamba, parce qu'on dit qu'il y a aussi le bureau d'âge qui est là. Et que ce n'est pas Benoît Oulamba qui devrait certainement engager. Et que le bureau d'âge est là. Pourquoi ne pas laisser au bureau d'âge? Non, on ne peut pas. Les bureaux d'âge... Je ne suis pas juriste, mais à ce que je sache, mais vous êtes notable. Vous connaissez les réalités. Mais alors, si vous m'avez posé la question, je pense que j'ai droit à m'exprimer, à donner la réponse. Le bureau d'âge était là parce qu'il y avait mention contre Benoît Oulamba. On a fait 4 mois. Un bureau d'âge dans le règlement intérieur de la province du Sankourou ne pouvait pas faire quoi que ce soit. Il était là pour analyser des pétitions. Je crois que même au niveau national, on a fait ça avec M. Mbosso et Mme Janine. Après l'analyse, on va aux élections et c'est là, si vous êtes confirmé, vous pouvez travailler comme nouveau président de l'Assemblée. Mais au Sankourou, c'est comme d'habitude dans l'anarchie, on a fait 4 mois sans, comment dirais-je, analyser les pétitions. Et quand à chaque fois qu'on a eu l'occasion d'analyser les pétitions, le monsieur qui est du bureau d'âge trouvait toujours une raison où il était malade, où il n'y avait pas de véhicule. Il y avait toujours quelque chose pour qu'il n'arrive pas à Lusambo. Alors, finalement, le président de l'Assemblée est allé à Lusambo. Le bureau d'âge est resté ici. Pourtant, on leur a demandé à tous d'aller à Lusambo analyser les pétitions et que le meilleur puisse conduire la province parce que là, c'est vraiment catastrophique. Alors, il est resté là. C'est lui qui était pressé, enfin qui les suivait. Juste après, lui aussi était ici, soi-disant malade. Il y avait le 3e, et ce 3e a analysé les pétitions. Le gouverneur a introduit, je ne sais pas, de recours et de recours. On a introduit le truc de pétition. Il est tombé et Benoît est revenu. Il a analysé maintenant pétition. Donc, c'est pas sacrifié pour vous, la province du Sankourou? Pour moi, c'est sacrifié par nous, évidemment, au début. Et qui pourra porter la solution? Je me dis, yeux dans les yeux, que c'est les autorités qui nous sacrifient. Parce que je ne vois pas pourquoi on continue à laisser Mokoumadi faire tout ce qu'il fait jusqu'aujourd'hui, maintenant. Je ne comprends pas. Alors, il sort toujours l'argent de la banque. Pendant que les enseignants ne sont pas payés. Oui. Vous avez des preuves? Oui, nous avons des preuves. Qui sort l'argent? Oui. Il sort l'argent via... Mais c'est Moukokole, comme je l'ai dit, son ministre à qui il a laissé... L'intérim. Oui. Donc ce n'est plus le vice-gouverneur qui assume l'intérim. Le vice-gouverneur fait ce qu'il peut, mais on essaie toujours de les contrecarrer. Est-ce que les élections pourront mettre fin à ça? Oui, absolument. Vous êtes sûr? Maintenant, les Sankourois ont pris conscience de ce qui ne va pas.
Je crois que si on va aux élections, l'essentiel sera fait. Voilà, si on va aux élections, l'essentiel sera fait. Ça, c'est la voix d'une fille du Sankuru. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà, on va parler avec Jean-Baptiste Kankonda. Cette fois-ci, on va aborder la question de l'Est. Village moderne en République démocratique du Congo. Un village qui sera construit par le Rwanda. Est-ce une aide ou une infiltration? C'est tout de suite. Jean-Baptiste Kankonda, bienvenue. Merci de me recevoir une fois de plus. Voilà, avec ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, la construction d'un village moderne par le Rwanda, écoutez, ça vous dit quoi? Je suis ici en tant que l'un des communicateurs de l'Union Sacrée et des acquis de l'autorité. Je profite de l'occasion juste pour saluer les gens qui nous regardent en ces moments, qui sont nombreux. L'église Vie Nouvelle qui est dirigée par l'apôtre Adam Kabasele. La question que vous venez de me poser, c'est une question très importante qui défait la chronique en ces moments par rapport à la proposition d'un don qui serait... Un don. C'est un don. Que vous acceptez. Non, écoutez, un don est accordé, est attribué à quelqu'un. C'est à lui, c'est comme un cadeau d'anniversaire, c'est comme un cadeau tout court. Ça dépend de tout un chacun de le prendre ou bien de le refuser. Ça ne sera pas un cadeau empoisonné. La RDC fait partie de ces grands concerts de la nation. On ne peut pas, parce que vous êtes en train de spéculer par rapport à M. Kagame, c'est vrai qu'il représente la République rwandaise, mais le don ne vient pas de lui, le don vient de la République rwandaise. Non, mais c'est qui chapeaute là? C'est lui. Excusez-moi, j'essaie de répondre à votre question pour qu'il n'y ait pas amalgame, pour qu'il n'y ait pas... Mais pourquoi vous voulez maquiller la vérité? Alors que c'est lui-même, Paul Kagame, ici on ne parle pas du Rwanda, on dit c'est Paul Kagame qui veut faire un don à la République démocratique du Congo. Parce que vous voulez devenir mon précurseur, mon co-débatteur. Non, allez-y. Vous me posez la question... Pas votre co-débatteur, je suis journaliste en train de poser des questions. Et puis, il y a un grand journaliste d'investigation. Allez-y. C'est une proposition, c'est quelqu'un qui veut aider la population qui est martyrisée au Congo. Et qui je vous parle ici. Les Congolais ou les Rwandais? Je vous parle ici, c'est un pays qui est dans les concerts des nations, la RDC. Le don pouvait provenir de l'Ouganda, de la Belgique, dont nous avons une histoire commune. Ça pouvait venir de l'Israël. Moi, personnellement, pour ce qui me concerne, et pour les acquis de l'autorité, je vous dirais, pour moi, pour ce qui me concerne, si c'est une question qui m'est posée personnellement, je vous dirais, je n'accepte pas ces dons. Mais comme nous sommes dans un concert des nations, et qu'un pays voisin, un pays frère, parce que les relations qui y est entre les pays, ce sont des relations d'intérêt. Est-ce que... Permettez, je vais essayer d'éclaircir là-dessus. Les Rwandais, quand ils proposent un don, c'est-à-dire que ce n'est pas un don qui est gratuit. Vous comprenez? Parce que les pays sont caractérisés par je vais vous dire, des intérêts. Vous ne dénoncez pas, vous ne refusez pas ce don? Non, mais je vous dis, déjà, nous ne savons pas dans quel contexte. Est-ce que c'est réellement Paul Kagame qui a fait la déclaration ou pas? Parce qu'il y a un souci. Est-ce que c'est Paul Kagame officiellement qui a fait la déclaration? C'est le Rwanda? Est-ce que les autorités congolaises s'est déjà exprimées là-dessus? Là, je pense ça avec beaucoup de personnes. Est-ce que le même langage, vous le tiendrez si c'est un autre président? Aujourd'hui, imaginez si c'est notre président de la République démocratique du Congo, outre que le président Félix Tshisekedi, et qu'il y a ces dons du Rwanda. Y aurait-il le même... Est-ce que ça sera le même langage que vous allez tenir? Alors, la bonne question, c'est, y aurait-il le même engouement si l'Israël proposait de l'aide aux Congolais, ou bien c'est seulement parce qu'il s'agit du Rwanda? Écoutez, le Rwanda, représenté par son président Kagame, qu'on a depuis très longtemps fustigé, nous savons que le Rwanda a envahi notre pays. Nous avons plus de 10 millions de morts aujourd'hui. Nous en avons décrié depuis très longtemps. Aujourd'hui, que le Rwanda propose. Parce que la proposition, parce que je vous ai posé la question, c'est vrai que c'est vous qui êtes dans le cadre de poser des questions. Est-ce que c'est le Rwanda qui viendrait chez nous pour construire? Est-ce que réellement les autorités congolaises, c'est déjà expliqué là-dessus? Là, je pense qu'il y a encore un problème. Le fait que le chef de l'État,
le chef du gouvernement qui dirige le gouvernement au quotidien n'a pas fait des déclarations là-dessus, moi je me dis qu'on peut encore le prendre au conditionnel. Pour ce qui me concerne, parce que nous devons utiliser les conditionnels, je me dirais, pour ce qui me concerne, je dirais non. L'aide provenant du Rwanda, pourquoi le Rwanda doit incessamment essayer de se focaliser sur l'Est de la République, connaissant tout ce qu'il y a comme l'insécurité. Vous voyez le chef de l'État qui est sur tous les fronts, qui a demandé à ce que l'état de siège puisse être effectif, et l'état de siège qui est en train de faire son beau bon du chemin. Pourquoi le Rwanda, pour Kagame, n'a pas pu proposer que mes frères qui sont au Kasaï, qui se trouveraient encore en ce moment à Kamako, en Angola, il y a d'autres à Yumbi, par exemple. Mais oui, j'essaie de faire l'analyse de tout ça. Pourquoi ne pas faire la proposition à Yumbi? Pourquoi ne pas au Kasaï, où il y a eu des gens qui ont été martyrisés, des villages qui ont été calcinés, raillés sur la carte de la République démocratique du Congo? Pourquoi lui va seulement proposer de construire ces maisons de l'autre côté de la République? Et puis, il y a une proposition, je les prends toujours conditionnelles, parce que jusque-là, il n'y a pas, que ce soit la présidente de la République, que ce soit le chef de l'État, que ce soit les voix autorisées, personne n'a fait déclaration, personne n'a fait fi de cette proposition, c'est donc que tout le monde essaie de parler aujourd'hui. C'est vrai qu'avec l'avènement de l'Internet, avec tout ce qui se passe, il y a des informations, il y a des déformations. Pour ce qui me concerne, je dis, dans l'acquis de l'autorité, si réellement c'est le Rwanda qui propose, je dis bien le Rwanda en tant que pays, nous, on n'a pas refusé. Mais c'est à nous de savoir comment orienter, canaliser Parce que ce genre de dons. Si aujourd'hui vous acceptez à ce que le Rwanda vienne, qui seront là? Je vous dis ceci, parce que nous devons le prendre toujours conditionnel. Parce que là-bas, on sait que dans cette partie, il y a une forte présence de... concentration de... Voilà, des Rwandais ou des rwandophones qui viennent, qui fuient les attaques des rébellions, des par-ci par-là. Ce qui fait que c'est un village construit dans un but bien précis. C'est que c'est la balkanisation si on ne tire pas attention. Balkanisation, ça a une signification. Parce que moi, je m'attendais à ce que vous, en tant que communicateur de l'Union sacrée, que vous montiez au créneau pour dénoncer, pour dire non à toute velléité des balkanisations. Mais vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Oui, parce que vous allez dans plusieurs tournures. Donc, le problème, c'est qu'on aimerait un peu savoir votre position, vous, Jean-David Kilolo, je vous dis que nous devons d'abord laisser les voix officielles s'exprimer là-dessus. Le chef de l'État permettait... Attendez, avant que vous ne continuez, vous savez qu'ici, deux fois, avant que les officiels ne prennent des décisions, ils veulent d'abord entendre la base. Ils veulent entendre qu'est-ce que dit la population. Et lorsque la population, il y aura des grognes, regardez, par exemple, la loi Tchani, regardez RAM, tout ça. Pour que les officiels prennent une position, ils attendaient qu'il y ait un peu des réactions, des par-ci, par-là. Vous voulez connaître mon avis? Allez-y. Pour ce qui me concerne en tant que Congolais, en tant que président d'un parti politique allié à l'UDPS qui s'appelle Prenons-nous en charge, en tant que communicateur de l'Union sacrée, pour ce qui me concerne, et l'un des porte-parole des acquis de l'autorité, pour moi, je me dis, cette proposition est malvenue. Point barre. Donc vous refusez? Je refuse. Cette proposition. Je dis bien ceci. La différence avec nous, de l'Union sacrée, ce n'est pas que nous avons une autorité morale. Nous avons les propositions, nous avons des divergences. Et votre chef est qui? Je vous dis, votre chef n'est pas une autorité morale. Nous n'avons pas une autorité morale. Nous avons l'initiateur de cette autorité, de cette union sacrée, qui est le chef de l'État. Il n'est pas autorité morale. Il n'est pas l'autorité morale. Le chef de l'État l'a dit, Félix Antoine Tshilombo, dans son avènement à la tête de ce pays, il a dit, il n'y aura plus des autorités morales dans ce pays. Ça, c'est l'Antiquité, on ne peut plus parler des autorités morales. Je vous parle de l'union sacrée, qui est le préambule même de notre Constitution. Ce n'est pas un mot nouveau. Si vous me parlez de l'union sacrée de l'opposition, je vous parlais que j'étais là en 90, 92, ou bien les Horaces et les autres. Nous sommes ici, c'est ce qui réunit tous les Congolais. Pour revenir à votre question, ici, personnellement, je ne suis pas d'accord que les Rwandais viennent ici. Mais parce que nous sommes les citoyens du monde. Une proposition, je dis bien un don. C'est-à-dire que moi, je vous amène un don, c'est à vous de faire, de l'amener où est-ce que vous voudrez.
ce n'est pas que les Rwandais qui sont en train de faire des propositions et disent que je vous donne les dons. D'après, je vous dis, je les prends toujours conditionnels. Comme ça, ils vont envoyer la génie militaire rwandaise pour venir construire ça. Et puis 30 millions de dollars. C'est ce que j'ai dit. 30 millions de dollars, ça peut venir. Vous savez combien les Rwandais ont volé chez nous en exportant frauduleusement nos richesses minières. Vous comprenez? Alors, nous avons même une usine qui a été construite à la hauteur de 5 millions de dollars au Rwanda, jusqu'aujourd'hui, qui doit raffiner de l'or et d'autres matières premières. Aujourd'hui, le fait que le chef de l'État est arrivé là, on n'a pas compris qu'aujourd'hui, même par rapport aux investigations annuelles, le Rwanda ne fait pas poids par rapport à l'RDC. Alors, pour ce qui me concerne, et pour ceux qui ne sont dans l'Union sacrée, ça vrai, c'est une proposition, c'est un don. On peut la délocaliser, amener ce don, par exemple, au Kasaï, amener à Yumbi, par exemple, là où il y a des problèmes, mais parce que, je dis bien, nous sommes dans les concerts de la nation, mais pour ce qui concerne qu'un individu, Kagame ne vaut rien, excusez-moi, dans les temps, les militaires rwandais, burundais et tanzaniens, on venait les former ici, chez nous, à l'Info Kananga. Vous comprenez? Donc, toutes les autorités, je peux vous dire, rwandaises, étaient formées ici chez nous. Alors, je ne vois pas pourquoi les gens peuvent avoir beaucoup plus peur du Rwanda, aussi longtemps que nous avons un président qui est président légitime de la RDC, président de l'Union africaine. Si le Rwanda fait une proposition, c'est à nous de prendre ces dons et c'est de les délocaliser dans les endroits où c'est nécessaire. Pour ceux qui nous concernent, nous avons des hommes riches dans ce pays. On a vu les autres donc, qui avaient des cartes Visa directement branchées des hommes riches comme qui, par exemple? Écoutez, il y en a beaucoup. Alors, dans ce pays, si on pouvait parler des gens qui sont venus en politique avec l'argent, on citerait les Mokia, Mandebo, on citerait les Ngoï Kassanji, qui n'ont pas attendu, je parle bien, je cite les Ngoï Kassanji, on a cité les Kansebou dans les temps. Ce sont des gens qui sont venus en politique, n'est pas pour s'enrichir, mais qui avaient l'argent, qui avaient quelque chose, ils pouvaient peut-être se proposer, étant que compatriotes, dire bon voilà, avec mon argent, comme les Katebi Katoto, essayez de construire les coins. Comme les Moïse Katumbi Chapoué. Comme les Moïse Katumbi, parce que vous les citez, mais ça reste encore discutable. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Baptiste Kankonda, parce qu'à chaque fois qu'on est avec vous. Avec plaisir, voilà, c'est toujours disponible. Voilà, ça ne termine toujours pas. Voilà, merci à Cyril Akotananga, merci à Lohola, le patriarche, ainsi que Jean-Baptiste Kankonda, de votre passage dans Kinshasa Direct. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Tout à l'heure, la grande édition d'Amina Bayombo, il sera 20h dans l'Est de la République démocratique du Congo, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien.